Alors c'est une bonne question, mais il est très long d'y répondre parce qu'il y a de nombreux facteurs. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'États continents. Le Brésil est un État-continent. Tous ceux qu'on appelle les BRICS sont des États-continents. Ce sont ceux qui sont devenus des grandes puissances et c'est la taille qui compte aujourd'hui. Le Brésil, c'est la cinquième superficie de tous les États du monde, c'est la cinquième population et aujourd'hui, c'est la septième économie mondiale. Alors pourquoi on est arrivé là? Bien, d'abord, si vous comparez aux autres États d'Amérique latine, il n'y a pas eu de fragmentation, comme dans les États de langue espagnole. Le Brésil, parce qu'il avait une culture différente, parce qu'il avait une langue différente, parce qu'il avait des origines différentes, est resté un seul État énorme, en partie inutilisé, non développé, mais cette unité a beaucoup compté. Ce fait d'être un État-continent lui donne entre autres la possibilité d'avoir des climats différents, des terroirs différents, des possibilités différentes. Et c'est un pays d'une immense richesse, d'abord agricole, parce qu'il a l'ensoleillement, il a l'hydrographie et il a des sols qui sont d'excellente qualité. Et c'est un État qui, en plus, a des ressources minières considérables. Et il les a toujours eu. Vous connaissez l'histoire des cycles. Alors, il y a eu des cycles du sucre, et puis il y a eu des cycles de l'or. Les mines ont toujours eu un rôle important dans l'histoire du Brésil. Et puis, il y a les hommes aussi, et l'histoire. Le Brésil diffère de beaucoup d'autres États parce qu'il a, justement, un appareil étatique. Bien qu'étant fédération, il a un appareil étatique qui fonctionne, avec une administration, avec une continuité administrative, que même les coups d'État militaires n'ont pas remis en question. Et alors parfois on dit c'est une bureaucratie très lourde, etc. On pourra en reparler, mais ça compte beaucoup. Et des élites qui ont toujours cru à la grandeur du Brésil, à l'avenir du Brésil, et qui ont cru à son développement. Il y a des pays où quand il y a une difficulté, les gens riches envoient leurs capitaux ailleurs. Au Brésil, non. Au Brésil, il y a ce qu'on a appelé dans le jargon des années 60, ça ne s'utilise plus beaucoup aujourd'hui, une bourgeoisie nationale qui croit au développement du pays, qui croit à l'avenir du pays et qui croit à la grandeur du pays, parce que la grandeur est devenue une dimension culturelle, politique importante. Il y a un ministre des Finances brésilien qui est toujours vivant, qui s'appelle Delfim Neto, qui à un moment de crise dit non, pas de panique, il n'y a pas de trou assez grand pour avaler le Brésil, en portugais. Oui, ça veut dire nous sommes si grands que nous avons l'avenir pour nous et que nous y croyons. Et cela crée une espèce de foi, de culture nationale extrêmement optimiste et extrêmement dynamique qui est à l'origine de la situation actuelle où le Brésil, qui n'a pas toujours été le premier pays de l'Amérique latine, et qui n'a pas toujours été une grande économie, est passé devant le Mexique, devant l'Argentine, alors qu'il était bien loin derrière eux au début du XXe siècle et même vers le milieu du XXe siècle. Les principaux atouts du Brésil, on va lui demander pourquoi le Brésil est devenu une grande puissance, c'est qu'il y a toutes ces richesses et que, outre qu'il est devenu un des premiers exportateurs de produits agricoles, premier pour le soja, le jus d'orange, la viande de bœuf, etc., c'est un pays industrialisé. C'est un pays industrialisé avec une industrie intégrée, c'est-à-dire qui va depuis l'industrie lourde jusqu'à l'industrie qu'on trouve dans tous les pays d'Amérique latine, c'est-à-dire l'industrie des biens de consommation. C'est un pays qui produit autant de voitures par an qu'un grand pays exportateur de voitures qui est la Corée du Sud, par exemple. Et pendant très longtemps, alors là on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a des petits changements maintenant dans la composition de l'exportation, 60% de l'exportation du Brésil était de nature industrielle. Mais même aujourd'hui, quand il y a un petit tassement de cette composition sur la dimension industrielle, et c'est un peu réduite,
les premiers produits exportés sont des produits industriels très sophistiqués, comme les produits de l'aéronautique. Le Brésil produit des avions et les exporte. Alors, quand vous me demandez quels sont les atouts, ben, ils sont là. C'est un pays à la fois minier, agricole, avec des coûts de production très, très bas, parce que la terre est abondante, et un pays industriel. Alors, c'est ça que son nombre suivant, que vous posez la question à des responsables de tel ou tel secteur, ils vous diront c'est tel ou tel fonctionnement ou dysfonctionnement de l'appareil étatique ou de l'économie qui sont des obstacles. Moi, j'en verrai un certain nombre qu'il faut prendre en considération. Il y a un problème de bureaucratie et d'inefficacité bureaucratique. Je disais qu'il y avait un État. Mais cet État n'est pas toujours d'une efficacité parfaite. Il est extrêmement lourd, extrêmement lent. Et c'est un des pays, par exemple, où il faut le plus de temps pour pouvoir créer une entreprise. Il faut 3-4 fois plus de temps qu'au Mexique, par exemple. Hein. C'est un pays qui, par suite de cet État, a une pression fiscale très élevée. Vous savez, la pression fiscale moyenne en Amérique latine, c'est autour de 24-25%. On en est à 36% du PIB au Brésil, c'est-à-dire, en gros, la moyenne des pays OCDE, c'est-à-dire des pays riches. Et les services qu'offre l'État aux Brésiliens ne sont pas ceux des pays riches. Donc ça pose un problème. Mais aujourd'hui, il y a un étranglement qui est particulièrement dommageable et qui est à l'origine de ce qu'on appelle le coût Brésil, c'est-à-dire un coût de production qui est supérieur à ceux de pays de même profil. C'est le problème des infrastructures. Les problèmes des infrastructures, c'est-à-dire des transports, que ce soit les transports urbains, que ce soit les transports interurbains, les transports entre États. Les routes sont de mauvaise qualité, les ports sont très lents et très inefficaces. Le port du Soja, qui est Paranagua, voit au moment de la récolte 50 km de camions qui s'alignent pour venir décharger, parce qu'il n'y a que 2 ou 3 quais et il n'y a pas suffisamment de bateaux qui peuvent accoster. Mais les transports urbains ne sont pas de très bonne qualité ni très performants. Ils n'ont pas suivi la demande. Le transport aérien, qui est capital dans un pays comme cela, a un bon réseau. Mais vous avez au Brésil des aéroports qui ne sont pas tous du niveau requis. Donc il y a beaucoup à faire. Certes, on est en train de procéder à des modernisations, des rationalisations, des améliorations en vue du mondial de football et des Jeux Olympiques, mais il reste encore beaucoup à faire et ce problème des infrastructures est un problème capital. Les classes dirigeantes brésiliennes ont deux aspects. Il y a un aspect extrêmement dynamique, avec une ambition nationale très forte, qu'on voit dans la politique extérieure du pays, qui est une politique extérieure qui place le Brésil sur la carte du monde. Et le Brésil est un pays qui compte aujourd'hui. Et puis, il y a le système politique qui est fondé essentiellement sur des classes dirigeantes locales qui ne sont pas les facteurs de compétitivité qu'on pourrait attendre pour un pays comme celui-là. Il y a toute une corruption interne, des procédures de clientélisme, de patronage qu'encourage le système politique qui vont au détriment de la compétitivité du pays. Voilà en gros ce qu'on pourrait dire là-dessus. Il y a les deux côtés de cette classe politique qui n'est pas évidemment une classe politique unique ni unifiée, de même que il y a un système des partis, on en a parlé tout à l'heure, qui est tellement multiple, un pluralisme qui représente 30 partis, c'est pas très sain. Et là, dans ces 30 partis, il y a
des partis nationaux qui portent cette ambition, dont je parlais tout à l'heure, et puis des partis locaux qui sont dans la petite cuisine électorale, clientéliste locale, qui sont des freins au développement et à la croissance. Ce que je peux dire, c'est deux choses, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Le Brésil, c'est toujours, enfin, les élites brésiliennes, les autorités brésiliennes, parce que dire le Brésil, ça n'a pas grand sens, mais les élites brésiliennes ont toujours pensé que leur pays avait un rôle mondial à jouer, que ce n'était pas simplement un pays d'Amérique latine parmi d'autres, et qu'il devait être reconnu dans ce rôle, que ce soit par exemple à la Société des Nations, où souhaitait faire partie du noyau central, ou à l'Organisation des Nations Unies, où il est candidat, mais il est depuis la création des Nations Unies, un siège permanent au Conseil de sécurité. Il considère que, de par son rôle, de par sa puissance, de par sa situation géopolitique, le Brésil a un rôle mondial à jouer. Pour cela, il a évidemment tous les atouts dont on parlait tout à l'heure. Il a en plus de l'autre atout, c'est un corps diplomatique de qualité exceptionnelle en Amérique latine, avec des procédures méritocratiques de recrutement, avec une formation exigeante et très sélective, et qui aide le Brésil à être présent partout où il souhaite l'être, avec évidemment des réussites. Hein. Le secrétaire général de la FAO, de l'organisme de l'alimentation et de l'agriculture de l'ONU, est un Brésilien. Et le secrétaire général de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, est aussi un Brésilien. Ça, ce sont des élections récentes. Le Brésil place ces gens dans des postes tout à fait cruciaux pour l'influence qu'il peut avoir à l'extérieur, avec comme visée d'être reconnu comme un des grands. Alors, ça passe par le groupe BRIC, qui est un groupe hétéroclite, mais qui existe, dont on parle, qui se présente sur la scène internationale comme les nouvelles grandes puissances, et ça va jusqu'à l'exigence, à la demande d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité comme les 5 grands actuels. Écoutez, ce que je viens de vous dire, il faudrait faire ces réformes, réforme de la loi électorale pour la Chambre des députés, qui permettrait de réduire le nombre des partis, d'avoir un système plus stable, plus efficace. Il y a des réformes de l'État aussi pour améliorer la performance de l'administration. Il y a la construction de l'investissement fort dans les infrastructures, parce qu'on a mis la charrue dans les bœufs. On a investi dans la production, et dans un pays qui est absolument énorme, 10-15 fois la France, les routes ne sont pas suffisantes et les moyens de transport sont très insuffisants, et par suite on perd une partie de la récolte, on fait attendre les clients qui évidemment ne sont pas contents, etc. Tout ça va dans le même sens, et on ne peut pas tout réformer en même temps. Je crois que pour le moment le système politique fonctionne. Je crois qu'il faut d'abord que les investissements aillent dans les infrastructures. Les routes, par exemple, les routes du Brésil ne sont pas, c'est le moins qu'on puisse dire, les meilleures d'Amérique latine. Et elles sont absolument indispensables. Je ne parle pas des routes d'Amazonie qui ne sont pas goudronnées, bon, il y a les intempéries, et ça, mais les routes dans les grands États industriels, elles ne sont pas toujours de très grande qualité. Alors évidemment, ce sont des investissements énormes, mais il faut les faire, et je pense que très souvent, on ne les a pas faits parce que, là aussi, il y a... je disais qu'il y avait une pression fiscale très forte. Cette pression fiscale est très forte parce qu'il y a des lois sociales qui sont socialement régressives. C'est-à-dire, il y a
des évolutions aujourd'hui, mais des lois sociales qui favorisaient les classes moyennes. En gros, les fonctionnaires, des gens qui avaient des salaires, et qui laissaient à l'abandon le secteur informel, qui est très important, les paysans sans terre, etc. Et donc là, il y a toute une transformation à faire, mais il y a une rigidité du système, vous comprenez? Quand vous voyez qu'il y a des fonctionnaires qui prennent leur retraite avec 100% de leur salaire, même plus, 110% de leur salaire, évidemment, ça coûte cher. Ça coûte cher et c'est autant d'argent qui ne va pas vers les plus nécessiteux. Mais ça remonte à très très loin. Mais ce sont des avantages acquis qu'il est très difficile de modifier, qu'il est très difficile de réformer. Et donc, c'est petit à petit. Il y a eu une première réforme des retraites, mais qui est très, très insuffisante. Il y a eu des réformes de la santé, mais c'est très insuffisant parce que le système universel de santé n'est pas de bonne qualité. Donc, il faut prendre des plans de santé privés. Donc, tout ça, vous voyez, c'est un vaste chantier. Mais il faut que les pouvoirs publics décident par où commencer. Je crois que le début, c'est l'éducation qui va continuer, la santé et puis les infrastructures. Et puis le reste, certainement, ça peut attendre.